parce que sur le palmier à huile transgénique, donc j'avais vu, mais est-ce que c'est, comment dire, limité à la Malaisie, que la Malaisie avait commencé en 2000 et qu'ils annonçaient pour 2020? Mais est-ce Ouais. qu'il n'y a pas d'autres pays qui se sont mis? Pourquoi la Malaisie? Ils sont plus en avance. Parce que la Malaisie, c'est toujours le premier producteur mondial de palmier à huile et ça a été vraiment le premier, historiquement en fait, le palmier à huile donc, qui est originaire d'Afrique de l'Ouest est arrivé comme plante d'ornement en Malaisie hein, dans les années, ça je sais plus, enfin bon, il y a assez longtemps et à partir des années 1960, la Malaisie a commencé à sentir le potentiel du palmier à huile et a commencé à l'exploiter de façon industrielle sur des grandes monocultures et on estime que 87% de la déforestation en Malaisie, péninsulaire et à Bornéo, est imputable au palmier à huile. Et ils sont devenus vraiment les premiers producteurs, sauf que l'Indonésie ne veut pas être en reste et est toujours à courir derrière la Malaisie pour essayer de la supplanter et devenir le premier producteur mondial. Et on estime, là je crois que la production mondiale en ce moment est à 22 et quelques millions de tonnes. Et on pense que, enfin, les estimations sont que pour 2020, ça passe à 40 millions. Donc c'est énorme et ça implique évidemment une déforestation gigantissime avec les conséquences sur le réchauffement climatique, sur la perturbation du cycle hydrologique, sur la perte de la biodiversité, etc., qui sont terrifiantes. Parce que si les Indonésiens déforestent encore 16 millions d'hectares de forêt, il ne reste plus rien après ou il y a encore un peu? Je pense qu'il en restera quand même un peu parce que c'est quand même un territoire qui est assez vaste parce qu'ils ont 3 gros blocs forestiers, Sumatra, enfin à l'origine, si on ne prend pas en compte la déforestation qui a eu lieu depuis, Sumatra, Bornéo et la partie indonésienne de la Nouvelle-Guinée. Sauf que c'est quand même leur patrimoine forestier est déjà bien entamé. L'Indonésie a perdu plus de 70% de sa couverture forestière. Donc c'est le premier bloc forestier des 3 gros blocs Afrique, bassin du Congo, Amazonie et l'Indonésie, enfin l'Asie du Sud-Est, c'est la première forêt qui va disparaître. Donc on imagine très bien les conséquences que auront ces 16 millions d'hectares potentiels déforestés de plus. Ça va être un morcellement terrifiant. Et s'il reste des forêts, ça va être des petits morceaux de forêt à droite à gauche. Et ça a aussi une conséquence terrible pour les populations qui vivaient et vivent encore là pour certaines. Et qui travaillent donc dans les palmiers en fait? Ça dépend, pas toujours, dans le sens où, d'ailleurs c'est le même problème en Amazonie et en Asie du Sud-Est. Il y a eu des politiques de transmigration qui ont été instaurées par les gouvernements. En Indonésie, donc c'est l'ex-dictateur Suharto qui a instauré ça pour dépeupler Java, qui est surpeuplé, et donc a envoyé des migrants sur Bornéo, Sumatra et l'Irian Jaya. Et souvent, ce sont ces migrants qui travaillent dans les plantations, évidemment dans des conditions sociales terrifiantes, mais c'est rarement, enfin ça peut aussi être les locaux, mais en général les locaux s'opposent à l'installation de ces plantations, de ces usines. Alors c'est vrai pour l'huile de palme, c'est vrai pour la pâte à papier ou l'exploitation forestière, et souvent c'est quand même c'est essentiellement les migrants qui travaillent dans ces exploitations. Donc quand les Amis de la Terre, là, j'ai repéré un des textes où ils parlaient de torturer en Indonésie, c'était vraiment des locaux qui refusaient le processus de déforestation et qui étaient un peu massacrés, Et quoi. il y a les deux de toute manière, parce qu'il y a des gens qui se rendent quand même très bien compte de la situation et de ce qui se passe. Enfin, on ne peut pas leurrer les gens non plus comme ça indéfiniment. Les conséquences, les Indonésiens les voient aussi au quotidien. Enfin, les éboulements, les glissements de terrain, les inondations, etc. Ça arrive quand même de manière fréquente, voire de plus en plus fréquente. Et d'ailleurs, il y a eu un journaliste aussi qui avait fait une enquête, un journaliste indonésien qui avait fait une enquête là, je crois que c'était beaucoup plus sur les barons du bois, toute cette mafia qui tourne autour de l'exploitation des forêts, et il est ressorti avec un bras en moins et un immense coup de machette dans le dos. Il a failli y rester. Aujourd'hui, maintenant, il est très impliqué politiquement, justement parce que ça l'a quand même énormément marqué, pas seulement physiquement, mais aussi de voir le poids que pouvaient avoir ces mafias qui ont été instaurées par Suharto aussi, parce que la corruption est quand même un des problèmes majeurs dans tous ces pays, et en Indonésie en particulier, et tous ces mafieux qui tournent autour de l'exploitation du bois souvent sont très liés avec des officiels.
gestion donc, des plantations de palmiers à huile, parce que c'est une culture qu'on ne connaît pas bien, enfin nous, du moins, il y a des intrants, il y a des pesticides. Oui. Il y a évidemment pesticides, engrais, donc il y a une pollution des sols évidemment qui est énorme, surtout qu'il n'y a pas vraiment de, comment dire, on ne prend pas vraiment soin quand on installe une plantation de palmiers à huile, ça se déverse dans les rivières aux alentours, personne s'en soucie, et puis bon, ça pose aussi après des problèmes d'érosion des sols, mais effectivement il y a une pollution par les pesticides. Parce que quel est le problème pour le palmier? Quel est le type de pathologie que les palmiers à huile rencontrent? Alors ça, j'en ai aucune idée. Oui. Je sais pas du tout au niveau. Faudrait que je me renseigne, mais ça, je sais pas. Enfin, je sais que évidemment les et engrais et pesticides sont utilisés aussi parce que voilà, il faut, enfin, pour pousser, ils ont besoin de leur espace pour avoir un, comment dire, un, je trouve pas le mot. Enfin, pour un rendement optimal, on essaye de les forcer pour qu'ils poussent le plus vite possible. Parce que je crois qu'un palmier à huile commence à produire vraiment aux alentours d'une quinzaine d'années. Donc il faut les pousser, quoi, faut les forcer. Donc parce qu'en fait, les palmiers à huile transgéniques qui préparent pour 2020, je sais même pas, je me rappelle plus ce qu'ils ont intégré dedans. Je sais qu'ils font des palmiers plus petits. Ils ont commencé à tester justement la fabrication de palmiers plus petits, parce qu'aujourd'hui, ça fait quoi un palmier à huile? Ça fait 10-15 mètres, 10 mètres. Et évidemment, les récoltes sont pas faciles. Donc, ils veulent des palmiers à hauteur d'homme pour pouvoir les récolter plus facilement. D'accord. Et qui produisent peut-être encore plus vite. Et qui produisent évidemment plus vite et plus. D'accord. Au niveau de l'Afrique centrale, le problème il se pose plutôt où, ce que vous avez étudié? Est-ce que c'est en lien avec le sujet qui nous intéresse? Parce que c'est vrai que nous, c'est plutôt, on essaye de voir quelles sont les dérives de l'agriculture productiviste, ce que j'appelle le Titanic agricole qui est en train de sombrer. Mais en Afrique centrale, donc, est-ce que c'est la déforestation, elle est liée avant tout au bois ou... Oui, c'est majoritairement quand même, c'est bois et exploitation minière. C'est pas trop, ça commence, il y a évidemment des plantations d'EVA, il y a des plantations de palmiers à huile, mais c'est pas la majorité. Enfin, le plus gros problème, c'est l'exploitation du bois pour les meubles, etc. C'est vraiment ça qui pose le plus gros problème en Afrique centrale, et puis avec les dérives, trafic de viande de brousse, etc. Mais c'est pas trop lié. Voilà, les deux gros bassins forestiers qui sont liés à des dérives agricoles, c'est évidemment le bassin du sud-est asiatique avec la forêt Indonésie-Malaisie, et puis l'Amazonie avec le soja et l'élevage. Je pose cette question parce que j'ai découvert Tereos, qui est quand même le deuxième sucrier mondial quasiment français, est en train de s'impliquer en Afrique noire, au Mozambique en route, pour la canne à sucre. Donc je présume que... Ah bah ça commence, hein. C'est grignoté de toutes parts, et puis tout le monde cherche évidemment des nouveaux terrains, des nouveaux marchés, et de préférence des endroits où il est facile de graisser la patte pour pouvoir s'installer très facilement à obtenir des concessions ou des zones à exploiter sans que ça pose problème. Voilà. Est-ce que Tereos qui attaque par exemple le Mozambique, là on est aussi dans un processus de déforestation? Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Parce que c'est un peu en dehors du bassin du Congo, donc ça faudrait que je me renseigne, mais je sais pas si c'est, je sais pas comment eux fonctionnent pour installer, si c'est déjà sur des zones déforestées ou pas. D'accord. Parce que c'est vrai que ça, je l'ai vu en Costa Rica pour l'ananas, c'est fascinant quoi. Ah bah oui. Durant le week-end, quand les fonctionnaires sont en vacances, ils arrivent avec des bulldozers, ils dégagent la forêt primaire ou secondaire, et tout de suite ils attaquent en ananas. Ah oui, complètement. Hein. C'est fascinant. Puis c'est vraiment au mépris de tout, quoi. Enfin, des gens, des lois, évidemment. Enfin, oui, on fait fi de tout ça. Et puis on arrive effectivement. En Indonésie, ça se passe souvent comme ça aussi, notamment à Sumatra. Un jour, les habitants d'un petit village voient arriver des gros bulldozers qui ont décidé que la route pour l'exploitation du bois passera par leur village. Donc on rase tout. Et puis évidemment, la forêt avec. Bon. Et puis personne ne peut rien dire. Et dans ces cas-là,